Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la cinématique des robots sériels. Pour rappel, la problématique principale de la robotique sérielle reste la description du mouvement dans l'espace opérationnel et l'espace articulaire et le lien entre ces deux espaces. On a déjà vu que l'on pouvait lier les paramètres géométriques entre eux, ce qu'on appelle le modèle géométrique direct du robot, exprimant les coordonnées opérationnelles du robot en fonction des coordonnées articulaires. Mais on peut également lier les vitesses opérationnelles, ici la vitesse linéaire et angulaire de l'effecteur, aux vitesses articulaires du robot. C'est ce que l'on appelle le modèle cinématique direct du robot. De manière générale, le modèle cinématique direct s'obtient en dérivant le modèle géométrique direct. On voit que cette dérivation d'une position par rapport au temps fait apparaître une somme de dérivées partielles de la position par rapport aux paramètres articulaires que multiplie la vitesse articulaire. Si l'on considère à présent les trois composantes d'une vitesse, on voit que l'on peut réécrire cette relation sous forme matricielle et établir le modèle cinématique entre les vitesses opérationnelles et les vitesses articulaires sous cette forme matricielle. La matrice centrale est alors appelée J et c'est la jacobienne du robot. Cette matrice aux dérivées partielles est fondamentale en robotique et trouve de nombreux usages, que ce soit pour modéliser, dimensionner ou commander les robots. Le premier usage est la définition d'un modèle géométrique différentiel liant de petits déplacements dans l'espace opérationnel à de petits déplacements dans l'espace articulaire. La jacobienne permet de faire ce lien directement, il suffit d'enlever la dépendance au temps dans la définition du modèle cinématique direct. Et on verra que ce modèle différentiel est très utile pour résoudre le problème de modèle géométrique inverse. Parmi d'autres propriétés importantes, toujours en prenant le modèle différentiel du robot, on peut citer le dimensionnement statique des actionneurs. En effet, sur la base du principe des puissances virtuelles, il est facile d'établir que les efforts extérieurs et les efforts des actionneurs sont liés en statique par la jacobienne transposée du robot et l'inverse de cette transposée pour exprimer les efforts extérieurs en fonction des actionneurs. Par ailleurs, la jacobienne permet d'établir la matrice de raideur opérationnelle du robot, ce qui est utile pour le commander. Une autre propriété utile est la définition de la manipulabilité du robot. Cette quantité, dépendant directement de la configuration du robot, représente la capacité du robot à générer un mouvement dans une direction donnée. Il s'agit de la manipulabilité en vitesse. Ou la capacité du robot à générer un effort dans une direction donnée. Il s'agit de la manipulabilité en effort. Dans les deux cas, cette manipulabilité se calcule directement à partir de J et se représente sous une forme d'hyperellipsoïde, comme ici une ellipse dans le plan à droite. Cette manipulabilité permet de faire un choix parmi les configurations possibles pour maximiser les performances du robot, que ce soit en mouvement ou en effort. Une dernière propriété intéressante est la caractérisation des singularités géométriques du robot. En effet, lorsque le robot se retrouve avec une matrice jacobienne non inversible, le déterminant de J est alors égal à 0, il perd localement la capacité d'engendrer de la vitesse dans une direction donnée. Cette singularité entraîne une difficulté de commande car le lien entre l'espace opérationnel et l'espace articulaire est alors impossible à résoudre. À noter qu'il existe d'autres types de singularités que sont les singularités structurelles, le robot est en limite d'espace de travail par exemple. Pour mieux illustrer la notion de jacobienne, prenons l'exemple du bras à 2 degrés de liberté. Que valent les matrices J et J-1 dans ce cas? Tout d'abord, ce robot a deux coordonnées opérationnelles, la position du point K dans le plan O0, X0, Y0, et deux coordonnées articulaires, Q1 et Q2. Connaissant le MGD qui est le suivant, il est facile d'imaginer que la matrice J sera donc une matrice 2 par 2. Elle s'obtient en dérivant simplement les coordonnées opérationnelles en fonction des coordonnées articulaires et on obtient alors le résultat suivant. Pour rappel, pour obtenir le modèle différentiel inverse, il faut calculer J-1. Attention aux singularités, parfois J n'est pas inversible. En l'occurrence, si ici, pour J-1, on a sinus de Q2 égale 0, alors J-1 n'est pas défini. Il s'agit en effet d'une singularité car on constate dans ce cas que le robot est bloqué dans la direction X1. Il ne peut pas générer de déplacement indépendant dans les directions X et Y dans le plan ici. Pour revenir à la notion de modèle différentiel, on peut voir que la jacobienne lie de petits déplacements opérationnels aux petits déplacements articulaires.
Si la matrice J est inversible, on peut imaginer écrire de petits déplacements articulaires en fonction de petits déplacements opérationnels. Ainsi, en procédant de manière itérative, on va pouvoir trouver une configuration articulaire permettant un déplacement opérationnel donné. C'est une alternative au modèle géométrique inverse. Évidemment, il faut connaître, savoir inverser et estimer cette inversion de nombreuses fois pour permettre le fonctionnement d'un tel algorithme. Pour traiter ce problème, il nous faut donc évaluer J si c'est nécessaire, et également inverser J si c'est nécessaire. Globalement, il existe plusieurs manières d'envisager le problème, soit de manière analytique, soit de manière numérique, soit en mixant les deux. Par exemple, si on a un modèle analytique de J et J-1, ceci va fonctionner pour des robots à peu de degrés de liberté, car on garde dans ce cas une forme de J et de J-1 relativement simple à calculer et à évaluer. Un modèle analytique de J et un modèle numérique de J-1, ça va être également relativement facile à utiliser si J reste simple. Et J-1 peut être un peu plus complexe, puisque là, ici, on va l'évaluer numériquement. Enfin, on peut avoir des modèles purement numériques de J et J-1. C'est utile et générique, car dans ce cas, on n'a pas besoin de faire de calcul analytique. Par contre, c'est plus coûteux de manière générale, même si, au-delà d'un certain nombre de degrés de liberté, le numérique reste toujours plus avantageux que l'analytique. Plus en détail, pour évaluer J, on a donc deux solutions. Soit on connaît J formellement, auquel cas on peut calculer sa valeur pour une configuration Q du robot en évaluant la formule qui est ici. Soit on peut l'évaluer numériquement à partir du modèle géométrique direct en exploitant une différence finie, comme ici une différence centrée d'ordre 2. Pour l'inversion, on se bornera à présenter trois solutions classiques. Soit on connaît la forme analytique de l'inverse, comme par exemple pour un manipulateur 6 axes avec poignée sphérique, dans ce cas la solution est donnée ici. Ou alors, on utilise une décomposition type LU pour obtenir la solution analytique ou numérique, comme ici. Ou enfin, si la matrice J n'est pas carrée, ce qui peut arriver pour des robots par exemple redondants, alors on exploite une pseudo-inverse, ici la pseudo-inverse de Moore-Penrose, qui peut être obtenue à partir d'une décomposition en valeur singulière de J. Une fois que l'on a choisi comment calculer J et J-1, il est alors facile d'écrire un algorithme permettant de déplacer le robot d'un point A à un point B dans l'espace opérationnel. Pour cela, on part d'une configuration courante du robot et on calcule sa pose courante XC. On vise alors une pose XD, on évalue la distance entre les deux poses, par exemple en faisant la norme du vecteur ici dx, et si l'on est proche, on s'arrête, sinon on génère un petit déplacement articulaire dans la direction visée. dq est obtenu directement en multipliant la jacobienne inverse du robot par dx. On met ensuite à jour les coordonnées articulaires en ne prenant qu'une fraction de ce déplacement articulaire pour respecter l'idée que l'on fait des petits déplacements. Et ensuite, les coordonnées opérationnelles du robot sont mises à jour. Une fois ceci fait, on va pouvoir recalculer la distance entre XD et XC et vérifier si on est suffisamment petit ou non. On va donc réitérer jusqu'à ce que la solution nous convienne, c'est-à-dire que la distance entre XD et XC soit suffisamment petite. Et nous voilà arrivés à une solution satisfaisante. On passe alors à la configuration suivante à obtenir, c'est-à-dire un autre point de la trajectoire opérationnelle, par exemple, que l'on veut atteindre. Cette méthode itérative est très efficace car elle est très générique. Elle peut s'assimiler à une descente de gradient puisque la jacobienne du robot est la matrice aux dérivées partielles de ce robot. On note que de nombreuses alternatives existent, parmi lesquelles l'usage de la jacobienne transposée, qui va converger moins vite, mais qui va éviter d'avoir à calculer J-1. En conclusion, la jacobienne est un outil fondamental, utile pour le dimensionnement, le contrôle et la cinématique, et même la dynamique des robots. On peut l'exploiter de nombreuses manières, numériques ou analytiques, et enfin son usage pour le traitement des singularités est très important pour la commande et la génération de trajectoires des robots. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt dans une prochaine vidéo.